Je sais pas si tout le monde est là. Je vois du monde qui commence à arriver. Je vois pratiquement 30 personnes en ligne. Ça augmente toujours. Je... Il est quelle heure? On va bientôt commencer. Ben, il est 11 heures. Vous avez de votre côté une petite fenêtre questions pour pouvoir poser des questions. Vous n'avez pas accès au micro malheureusement. C'est peut-être plus simple pour la gestion des questions-réponses, car si tout le monde parle en même temps, c'est relativement compliqué pour pouvoir se concentrer. Est-ce que tout le monde m'entend déjà? Et vous avez la possibilité juste de m'écrire un petit mot. Oui, ok, non, oui, ok, super, je vois, oui, yes, yes, génial. Génial, génial, génial. Tout le monde a l'air de m'entendre. Oui, oui, ok. Bonjour, merci pour l'invitation. Génial, merci. Mais de rien, avec plaisir. Yes, yes, yes. Bah super, super, super. Je vois que tout le monde arrive à m'entendre. Donc, bah, comme vous êtes inscrit, on est sur le Alpharm Talk épisode 6. C'est vrai qu'il a été présenté sur design d'une infrastructure cluster, design d'une infrastructure VMware. Pour ce webinaire-là, on va le réduire, pour ce premier webinaire, on va le réduire sur le sizing d'un cluster, comment réaliser le calcul pour pouvoir sizer un cluster VMware de la meilleure des manières. Donc, je l'ai un peu renommé sizing d'un cluster VMware. Donc, avec vous, comme je vous avais déjà dit, Fouad Alakad. J'ai déjà fait pas mal de formations sur Alpharm, entre autres toute la suite vSphere 6. Donc un petit plan d'introduction, donc la présentation, entre autres la présentation de moi-même, une introduction générale sur le webinaire, le besoin, la collecte des données, tout ça on verra, le choix du matériel, et on va faire un petit euh, test ensemble avec la réponse qui va avec. Et aussi quelques bonnes pratiques et retours d'expérience. Donc, comme certains me connaissent déjà, je suis Fouad Elakad, entre autres, je suis architecte d'infrastructures virtualisées. Je me considère ingénieur sur tout ce qui est cloud, hyperconvergence, il y a aussi virtualisation de réseau SDN, entre autres sur le produit NSX. Donc là, j'ai mis un petit peu aussi mes certifications que je détiens, mais un petit peu mes récompenses de guerre. Je suis freelance, donc si vous pouvez faire appel à mes services, mais je suis staffé pour toute l'année, donc voilà. C'est un peu compliqué aussi de les avoir. Et aussi entre autres traîneurs sur la plateforme Alform, et aussi de temps en temps en tant que statut de freelance à me déplacer chez les clients. Je recheck encore une fois, c'est bon, tout le monde m'entend, ça va, c'est cool. Si vous pouvez mettre OK, oui ça va, génial. Je voudrais pas commencer et partir en mode en trombe et que les gens m'entendent pas, ce serait un peu bête. Oui, c'est bien, faut être bien, salut bien. Super, merci beaucoup. Merci de vos retours déjà. On commence à avoir du monde. Ouh, déjà 40 personnes. Là, vous commencez à me mettre la pression. Donc voilà. Donc voilà, bon, on va finir ma petite présentation. Moi, je pense qu'on a plus intéressant euh, à échanger que ma petite personne. Donc voilà. Donc l'introduction générale. Pourquoi en fait il faut sizer un cluster? C'est surtout en fait pour répondre. La première chose à savoir, c'est pas pour que ça fasse beau, c'est pas pour bien faire les choses, c'est pour bien faire les choses, excusez-moi, mais c'est pour répondre aux besoins du client. Et qu'est-ce que c'est le besoin du client? C'est répondre au business. En finalité, si aujourd'hui on met des infrastructures, on met de la redondance, on met deux sites HA, des métro clusters. Pourquoi on fait tout ça? C'est tout simplement pour répondre aux besoins du business, pour que leur petite application, pour leur que petite application sur leur smartphone, pour que leur mail, pour que la base Oracle, tout ça réponde parfaitement. C'est uniquement la raison pour laquelle on fait tout ça, on size, on met en place, on fait de la redondance, c'est pour que le business puisse travailler dans les meilleures conditions et générer du chiffre. S'il ne peut pas générer du chiffre, on nettoie tout ce qui est en bas et on part dans le cloud public. Donc voilà. Donc le premier but, c'est répondre aux besoins du business. Maintenir une plateforme saine, en effet, on peut la sizer,
Mais si jamais elle est sous-allouée, ben, il se peut qu'elle tourne, mais pas de manière optimale. Et voilà, faire un bon sizing pour pas surtailler, donc ou ne pas sous-tailler. Donc mettre, comme souvent, j'ai déjà vu des commerciaux qui disent, ok, vous avez 4-5 VM, ok, ben on vous met 80X, 200 Go de RAM, vous allez voir, ça va tourner super. Oui, en effet, ça va tourner, mais de nouveau, ça ne répond pas au business, car vous n'offrez pas la bonne solution au plus juste prix. Donc c'est ça, c'est offrir la meilleure des solutions au juste prix. Et bien sûr, il ne faut pas aussi chercher à sous-tailler la plateforme pour répondre au prix. Ça, c'est une erreur. De chercher à vouloir sous-tailler, faire rentrer toute la plateforme dans un certain prix pour pouvoir satisfaire uniquement le besoin du client sur le terme financier et sans répondre aux besoins du client au niveau terme compute et charge en besoin de charge. Donc, il faut respecter tout ça. Donc, j'ai mis la petite image en bas à droite de la mule qui est surchargée, la pauvre. Bon, vous tapez ça sur oversized, vous allez trouver une palanquée sur Internet. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de besoins. On parle de requirements souvent. Voilà, le besoin du client, le requirements. J'utilise beaucoup les termes anglais parce qu'actuellement, je suis un peu dedans. Surtout si vous souhaitez passer tout ce qui est certification VCAP, design, ça, va falloir le connaître par cœur, hein, tout ce qui est notion de requirement. Qu'est-ce que sont les requirements? Ce sont les besoins du client. On va récupérer exactement ce que le client veut et ne pas laisser de flou. Récupérer le besoin en termes de business goals. Donc le client, qu'est-ce qu'il a en besoin en termes de business, et vous, à partir de là, vous allez les retranscrire en technical requirement. Donc, à partir de là, depuis ses besoins en termes de business, vous allez les retranscrire en requirement, technical requirement. Entre autres, la plateforme doit pouvoir supporter une charge de 50 VM base de données. Elle doit supporter une progression de plus 30% sur un an et ce sur 5 ans. La plateforme doit être redondante. La plateforme doit pouvoir un failover sur un autre site. Donc utiliser un site de failback. Donc voilà, grosso modo, vous notez tout ça et vous retranscrivez les besoins du client et vous les réécrivez en technical requirement. Les contraintes, parce que c'est pas toujours forcément la fête, vous récupérez plein de besoins, mais on a des contraintes. Entre autres, votre client peut vous dire, attention, mais moi je n'utilise exclusivement que du serveur HP. Votre client peut vous dire, moi, mon application de sauvegarde, ça va être que du Vim. Donc si jamais vous avez besoin de faire, je ne sais pas, du backup, ben, oubliez tout le reste, vous allez utiliser forcément Vim. Donc voilà, forcément il y a des contraintes sur lesquelles il faut se plier. Il faut analyser aussi les risques que vous pouvez rencontrer. Un exemple, si jamais dans mon projet l'équipe réseau n'est pas disponible, je peux avoir du retard sur mon projet. Si jamais je n'ai pas de données assez précises, je peux avoir du retard dans mon projet. Donc voilà, donc récupérer aussi tous les risques et essayer de les atténuer, de se dire bon ben ok, si je prends l'exemple que j'ai donné sur l'équipe réseau qui ne sera pas disponible, l'équipe réseau semble très buzzy, je vais voir avec les décideurs, avec la gouvernance, pour pouvoir avoir un accord que cette équipe réseau-là sera disponible de telle à telle période. Pareil, hein, si jamais la plateforme est exclusivement... non, les risques plutôt. On avait dit le second risque que j'avais évoqué, c'était... je l'évoquais, je l'ai oublié. Bon, tant pis. Bon, vous avez compris le truc, il faut pouvoir atténuer ces risques-là. Et les suppositions. Qu'est-ce que sont les suppositions? En anglais, c'est l'assumption. Ce sont tout ce qui est en place, mais qu'on ne peut pas vraiment vérifier. Exemple, j'ai besoin d'une réplication de stockage entre deux sites. Donc, je suppose, donc mon client me dit non, c'est bon, ma ligne supporte la charge de réplication. C'est des choses que j'ai difficilement accès pour vérifier, à part en faisant des gros tests.
on suppose que c'est bon, c'est validé par client, ça marche. Un autre exemple, je dois installer 4 serveurs. Mon client me dit non, c'est bon, le power, l'alimentation électrique est suffisant pour pouvoir rattacher ces 3 nouveaux serveurs. C'est le client qui me l'a dit, j'ai pas la capacité de les vérifier, donc je fais une espèce de supposition, une assumption, me disant, ok, cette assumption-là, je la valide. Le client me dit, mais attention, du coup, cette assumption-là doit être souvent liée à un risque. Vous pouvez dire que si jamais mon client, ce qu'il me dit est faux, il faut que je le fasse valider par, il faut que je puisse le mettre aussi, le lier potentiellement à un autre risque. Que si jamais mon client me dit c'est faux, bah, j'aurai un risque du coup que par exemple le power supply ne supporte pas l'alimentation de mes 3 serveurs et que ça me cause problème. C'est un peu des notions avec CapDCD, mais vu qu'on est un peu tout ce qui est en design, euh, donc je me suis lancé à un petit peu cette application, je pense que ça pouvait intéresser plus d'un. Donc pour sizer un cluster, donc on a récupéré tout ce qui allait avec, on a récupéré le besoin du client, patati, on a récupéré ses risques, ses assumptions, tout ça on les a. Donc déjà maintenant il faut savoir un petit peu, faut collecter les données. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce nouveau cluster? D'accord? On va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce nouveau cluster? Donc ce soit un V2V, donc une migration de virtual machine de V2V, excusez-moi, soit c'est une migration de virtual machine vers ce nouveau cluster, ou soit c'est un P2V, on va prendre des serveurs physiques, on va les mettre. Mais on va pas, si je prends le cas d'un P2V, des serveurs physiques, on va pas prendre la configuration telle quelle, que souvent les serveurs physiques, c'est on a un OS installé dessus, avec un bisocket, 4 cœurs, en tout ça nous fait 8 cœurs, avec 32 Go de RAM, et l'application à l'intérieur n'en consomme que 10% de CPU, ne consomme que 5% de RAM. On va pas prendre la même configuration de la machine physique et et créer une VM de cette même configuration. Il y aura beaucoup trop de pertes et c'est pas le but de la virtualisation. Le but de la virtualisation, c'est de faire de la consolidation. Donc du coup, on récupère toutes ces métriques, toutes ces informations. Le besoin en RAM, donc on va sonder toutes ces machines-là. Si vous avez 100 machines, je vous conseille d'essayer de sonder le maximum possible. Si vous en avez 2000, 3000, là, du coup, on va essayer de classifier les machines par famille, entre autres les bases de données ensemble, les bases de données de plus de 8 CPU ensemble, les bases de données de moins de 8 CPU ensemble, ou de 4 CPU ensemble, les applications Windows ensemble, de moins de CPU, de moins de RAM, de moins, je sais pas, 8 Go de RAM, à vous de classifier selon votre population. Et à partir de là, récupérer un pool, récupérer un échantillon et de voir un petit peu leur comportement et qu'est-ce qu'on consomme. Il est important de prendre tout ce qui est besoin en termes de le pic. En fait, je l'ai pas, mais j'aurais pas dû le mettre en RAM, mais j'aurais dû le mettre en CPU. C'est plutôt en termes CPU. Donc, si la VM, on voit qu'elle consomme en vrai à l'intérieur de l'OS 8 Go de RAM, et que la configuration initiale, si c'est un serveur physique, voire même une VM, était 20 Go de RAM, on va pas lui remettre 20 Go de RAM. On va essayer. Une bonne configuration, c'est recommandé que la VM consomme à peu près 70% de ses ressources. Donc, si elle fait 8 Go de RAM, vous lui allouez 11, on n'est pas trop mal, 11 voire 12 plutôt, on n'est pas trop mal. Ça c'est pour la RAM. En CPU, il est important quand vous faites des métriques, tout le monde sait que dans une application a une vie, donc il se peut qu'elle soit très chargée en période de solde au mois de décembre, il se peut qu'elle soit très chargée en période estivale, il se peut qu'elle soit très chargée pour les RH en période de septembre, il se peut qu'elle soit très chargée en période mi-année parce qu'il y a quelque chose de spécifique en comptable. Donc voilà, les applications ne sont pas toutes les mêmes. Donc on ne peut pas prendre une moyenne. Parce que si jamais vous prenez une moyenne, il se peut que l'application, toute l'année ne fout rien, mais au mois de décembre, 100 balles, 100 balles comme pas deux. Donc si c'est une sur courte période, si c'est bien planifié, bien géré, on peut dire, toute l'année, on lui met pas beaucoup de ressources, et arrivé à cette période-là, on lui met beaucoup de ressources, mais il faut que ce soit bien tracé, bien géré. Ou sinon, ce qu'on fait généralement dans les grandes infrastructures, on prend en termes de pics. On prend toutes les pics de l'année et on configure la VM sur ces pics-là. Si je sais que au mois en période estivale, parce que j'ai un site de vacances, ma VM va consommer
3 GHz de CPU, et ben je vais lui donner 3,2 GHz. 3,2 GHz. Il faut aussi récupérer le besoin en espace disque, très important. Vous regardez votre VM, elle est, je ne sais pas si pareil, c'est un serveur physique, ben, ça se trouve vous avez 1 Tera de disque et qu'elle en consomme que 100 Go. Donc vous regardez vraiment qu'est-ce qu'elle a besoin à l'intérieur de la VM, et à partir de là, on essaye de tailler les VM de la meilleure des manières. Et la prévision, donc on sait que on essaye de demander au client ou de voir dans l'entreprise, ma VM a une expansion de disque, par exemple, de 10% par an. Je vais avoir plus 20% de VM par an. Donc du coup, on doit essayer aussi de faire un forecasting, de pouvoir se projeter à l'avenir et de pouvoir, quand on taille, ben on taille pas pour aujourd'hui même, on essaye au minimum de tailler pour 6 mois, voire plutôt pour 1 an. Donc si jamais je sais que je vais avoir mes disques vont augmenter de 10% par an et plus que je vais avoir plus 20% de VM, on va essayer de créer un cluster qui va au moins tenir toute cette année. Et important côté application, il faut aussi récupérer tout ce qui est dépendance. Si vous avez des applications 3 tiers, 2 tiers, on sait que la base de données, eh ben, elle est reliée à une application, un Tomcat, et que ce Tomcat se fait appeler par un serveur web Apache, eh ben, on essaye d'avoir toute cette dépendance. On sait que la base de données doit démarrer avant le Tomcat et le Tomcat doit démarrer avant l'Apache. Donc récupérer toutes ces dépendances-là, surtout en termes, là on va pas le voir, mais surtout en termes de config achat, il se peut que des fois on doit mettre des priorités sur tout ce qui est base de données lors du redémarrage. Donc voilà, donc c'est aussi pour éviter de mettre, imaginez que vous avez une application qui est extrêmement gourmande en réseau, pourquoi pas les mettre, faire une rules et les garder dans le même ESX pour pouvoir pallier à trop de surconsommation réseau. Excusez-moi. Attendez, je prends un peu d'eau. J'ai pas l'habitude de parler autant dès le matin. Et aussi tout ce qui est sécurité. On récupère tout ce qui est règles de sécurité, s'il y a des zones particulières et autres. Le licensing, en effet, hein, si jamais vous avez une base Oracle, une base Oracle, une base SQL, ne vous amusez pas à mettre cette VM là sur une base, sur un cluster n'importe lequel. Vous allez vous faire éclater niveau licensing. Donc il y a des choses à respecter. RTO, RPO, Recovery Time Objective, le Recovery Point Objective. En 2 mots, RTO c'est combien j'ai de temps pour pouvoir restaurer. Si j'ai mon application crash à un temps T, combien de temps j'ai pour la restaurer. Le Recovery Time Objective. Ok, donc votre application doit être, le client doit vous dire ça, hein, votre application doit redémarrer euh, en 4 heures. Donc ça veut dire vous avez 4 heures pour vérifier que le achat s'est bien passé, vérifier l'application, faire les différents contrôles de dépendance et que vous avez dans les 4 heures, il faut que l'application soit repartie. Le Recovery Point Objective, imaginez que votre stockage a complètement éclaté, vous devez restaurer via votre sauvegarde combien de données j'ai le droit de perdre, à quel point arrière j'ai le droit de remonter. Donc si on vous dit RPO de 24 heures, vous avez le droit à une perte de 24 heures. Donc bien sûr, plus les délais sont courts, plus le RPO est très court, plus ça devient compliqué, plus la complexité augmente, et plus les coûts augmentent. Pareil pour le RTO. Donc voilà, faut collecter tout ça. On essaye quand même de récupérer le maximum d'informations, ce qui peut être important. Vaut mieux en collecter un peu trop d'informations que pas assez, et de fournir du coup des informations que le client n'avait pas trop. C'est pas plus mal. Les outils de collecte, ben il y en a plein, hein. Actuellement, moi j'ai déjà utilisé Deldepack, je trouvais ça super. Il faut faire des super graphiques qui vous donnent des informations extrêmement pertinentes. C'est Dell qui fait ça. Il y a le VMware Capacity Planner. Voilà, pareil, c'est un utilitaire de chez VMware. Je crois que c'est que pour les partenaires. Je suis pas partenaire, moi, donc je suis que client principalement. Donc j'ai jamais eu dans les mains, mais c'est un outil qui est très très cité. Verops, c'est une énorme usine à gaz, mais il vous donne toutes les métriques que vous avez besoin. Donc c'est un outil utilitaire aussi à utiliser. Des utilitaires de monitoring, entre autres comme Centrion, Syslog, autant pour moi, qui peut vous aider à récupérer toutes ces métriques. Vous pouvez aussi utiliser les métriques vCenter. C'est au moins la moindre des choses. Si jamais c'est pour sizer un cluster de nouvelles VM, vous pouvez regarder un petit peu comment l'existant déjà fonctionne et essayer de cibler. Je sais que je vais avoir des applications très similaires à celle-ci, donc
Je vais regarder comment celle-ci agit. Après, faire attention aux métriques un peu vCenter, parce que des fois, on a par exemple sur la mémoire active ou la mémoire consumed. Active, c'est vraiment la mémoire qui est utilisée dans le VM kernel, et la métrique consumed, c'est la mémoire qui a maximum qui a été touchée par le SX. Donc, c'est pas des métriques qui sont exactement les mêmes. Il est un peu compliqué d'utiliser de l'active, ça peut vous mettre dans le mur. Et les RV-Tools, les RV-Tools, ça va pas vous donner vraiment des métriques précises, hein, mais ça va vous donner au moins des configurations de VM si vous avez besoin de récupérer ça. Donc au moins la taille des disques, le nombre de cœurs, le nombre de vCPU, le nombre de VM Windows 2012. Donc tout ça, peut être utilisé indépendamment et voire, je recommande même combiner. Donc faire un dépack avec du RV-Tools, c'est super. Donc RV-Tools, c'est quasiment tout le temps. Donc voilà. Choix de votre matériel. À partir du moment où on a récupéré toutes nos informations, on va regarder le client, qu'est-ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de 4 serveurs. Quel type de serveur vous avez? Je regarde dans sa salle serveur. Vous êtes plutôt sur du serveur rack, sur du blade server, sur de l'hyperconvergé, exemple comme chez Nutanix, ou il y avait ça chez VMware. Donc voilà, on regarde sur quoi il est plus à l'aise, hein. Si votre client est très à l'aise sur du serveur rack ou du blade server, on va essayer de le guider vers là. On peut, si c'est à vous de recommander potentiellement de l'hyperconvergé, car c'est un petit peu la nouvelle tendance, c'est même pas, excusez-moi, c'est pas la nouvelle tendance, ça va devenir, c'est la nouvelle norme, c'est la nouvelle norme d'infrastructure. Donc essayer de le rediriger vers du Nutanix par exemple, qui est une plateforme que j'adore. Donc voilà, donc le rediriger, vous devez être aussi force de conseil. Et ensuite, récupérer la configuration de ce serveur-là que vous avez choisi, entre autres le nombre de RAM. Par exemple, si vous avez besoin de 256 Go de RAM, vous pouvez le conseiller. Vous regardez le nombre de slots disponibles dans le SX et le conseiller. Par exemple, c'est 256, donc j'ai une calculatrice, 256 divisé par 32. Donc voilà, donc si jamais j'ai besoin de 256 Go de RAM, je peux le conseiller de mettre 8 barrettes de 32 Go, ce qui va donner 256 Go de RAM. Et vu que j'aurai potentiellement encore 8 slots de disponibles, car souvent les serveurs ont plus que 8 slots, voire 16, donc je pourrais potentiellement prévoir même un upgrade RAM dans le futur. Et la configuration CPU cœur. Donc on prend une configuration qu'on juge correcte, et, euh, et ensuite on se lance dans les calculs et après on revient sur la configuration et on réadapte cette configuration pour être au plus juste. Mais là on va le voir de manière un peu plus concrète. Donc je vous lance direct dans le grand bain. Je vous donne 5 minutes pour tout faire, on est des fous. Euh, vous lancez dans le grand bain, prenez un papier ou un tableur ou ce que vous voulez. Je vais vous donner un petit use case. Un client a besoin d'un cluster pouvant supporter 700 VM. Ces 700 VM là, on a regardé la métrique en pic, elle consomme avec une grosse moyenne pour toutes ces VM là, donc peut-être que des VM sont en pic à 400 MHz, peut-être que des VM sont en pic à 3 GHz. Mais en moyenne, ça me fait 1 Go pour ces 700 VM là. Elles ont généralement une configuration à 2 vCPU. Elles ont une configuration à 6 Go de RAM et elles consomment 44 Go de disque. Moi, le matériel que j'ai choisi dans un premier temps, voilà toutes les informations. Donc, vous avez un bisocket 8 cœurs. Chaque cœur fait 2 Go, 256 Go de RAM. Vous avez besoin d'une résilience de N plus 2. Votre client vous demande un CPU ratio de 4 vCPU sur un CPU physique. Entre autres, quand je dis CPU physique, là, c'est un cœur physique. Le stockage, le client veut plus 10% pour le snapshot et plus 20% pour le free. D'avoir plus 20% en spare, donc pas remplir votre stockage. Et prévoir aussi plus 20% de ressources pour toute l'année. Donc là, je vous laisse prendre un papier et un stylo. Je vais ouvrir la porte des questions. Attendez, je ne les vois pas super bien les questions. Afficher les questions et les réponses. Et si vous avez des questions, je suis à vous pour y répondre. Et je vous laisse essayer de faire un calcul, combien j'ai besoin en tout. Donc voilà.
J'ai pas encore de questions. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Un petit oui pour pas que je me sente seul au monde, s'il vous plaît. Ah super, merci. Ok, donc vous m'entendez déjà, c'est déjà ça. Bon bah c'est bien, si vous travaillez dessus, je vous laisse tranquille. Vous avez quelques minutes. Faites un calcul, regardez l'ensemble de combien on a, de combien vous avez besoin, et par rapport à cette configuration de hôte, combien vous avez besoin de serveurs, combien de stockage, et après on le refait tout de suite ensemble. Pendant ce temps-là, je vais me prendre un petit café. Je peux pas me prendre un café parce que Saïdi m'a demandé pas. Euh, je ne comprends pas la différence entre ce et VCPU. Saïdi, tu peux retaper s'il te plaît? Tu m'as dit je ne comprends pas la différence entre ce et VCPU. Il manque un mot, je pense. Entre PCPU et VCPU? D'accord. Euh, quand je parle de CPU, euh, c'est l'unité de calcul CPU. Et là, j'ai mis VCPU versus PCPU. CPU physique, je parle du CPU physique, donc vraiment matériellement celui de l'ESX. Un ESX a, entre autres, je sais pas, je vais prendre de manière très simple, un socket, donc un CPU de 4 cœurs. Eh ben, on va dire que cet ESX-là a 4 CPU. A 4 CPU, parce qu'il a 4 cœurs. Il a 4 unités de calcul indépendantes. Donc c'est pour ça. Donc généralement, quand je parle de PCPU, c'est souvent un cœur que je désigne. Donc le taux de ratio, c'est 4 VCPU sur au maximum sur un cœur. J'espère que j'ai été plus clair. Oh là là, mon café a refroidi grâce à vous. Qui paye son café? Non, personne, c'est pas grave. Ah, c'est cool, Sébastien, merci. Bah, quand vous voulez, à l'occasion. Je suis sur Paris, donc si à un moment on peut faire une rencontre, c'est avec le plus grand des bonheurs. À Lyon, c'est compliqué, désolé. Avec Kenix, je ne connais pas. Ah, tu sais, je peux passer chez Kenix, hein, tu y payes. Je rigole. Attends, j'ai une vraie question. On a besoin de quoi quand on choisit le ratio VCPU? De savoir en fait le nombre de cœurs total. Une des questions de Fatima, on a besoin de quoi quand on choisit le ratio VCPU? Mais en fait, on a besoin de translater combien de VCPU total on a. On a besoin, entre autres, là j'ai 700 VM de 2 VCPU, donc j'ai besoin de 1400 VCPU. Et en face, j'ai un ESX euh, de, de 2 sockets et 8 cœurs. Donc entre autres, j'ai en face, chaque ESX fait 16 CPU, 16 cœurs. Donc du coup, il faut que mes 1400, mon besoin de 1400 VCPU ne dépasse jamais 4 VCPU pour un cœur physique. Ah, on m'a demandé hypertrading actif. Non, quand on fait les calculs, on ne prend jamais l'hypertrading. L'hypertrading, c'est ce qui permet d'exécuter deux instructions CPU sur le même cœur. Donc c'est ce qui un petit peu permet de dédoubler un petit peu le VCP, le cœur, excusez-moi. Et quand on fait un calcul de ratio, on ne prend jamais l'hypertrading. Que le client possède, hein, quand vous dites hôte, c'est ce que le client possède, c'est bien. Oui, c'est ce que le client possède ou c'est ce qu'on va lui conseiller d'acheter. Voilà, la question qui m'a demandé Hassan, c'est quand vous dites hôte, c'est ce que le client possède déjà. Euh, oui et non, en fait, c'est soit ce qu'on va lui proposer d'acheter, ou soit c'est ce qu'il a déjà en place et c'est ce qu'il veut utiliser. Donc oui, non. Wow, attendez, j'ai des questions, j'ai trop parlé. Attends, voilà. Euh, Ça j'ai répondu. Ok, voilà. Donc ça j'ai répondu à ça. Hyper trading actif.
À base de quoi on choisit le ratio VCPU? Ben, je pense avoir répondu un peu ça. À Tunis, ça va être compliqué pour le déplacement, Walid. Mais Inch'Allah, pourquoi pas. J'ai pas compris ta question, Fatima. Et non, et non, pas on base sur quoi? Walid il me dit, Walid il dit 46 hosts. Oh, c'est un peu trop Walid. À 1 giga 8, non, c'est la consommation totale de l'AVM. On peut dire qu'elle aura du coup 900 MHz ici, 900 MHz là, sur chaque vCPU. Mais c'est la consommation totale. Mohamed pour te répondre. Mohamed demande si c'est 1 giga 8 par cœur, sinon c'est par VM. Qui définit le ratio de vCPU? C'est vraiment le client. Ou c'est vous des bonnes pratiques. Sur le workload. En fait, ça dépend. On va le voir en bonne pratique. Ça, je les ai mis quelques informations. C'est soit le client qui vous le donne, ou soit c'est vous selon le type. En fait, excusez-moi, parce qu'en fait, Fatima me posait une question. Qui définit le ratio vCPU? Le ratio CPU? Soit le client, parce qu'il sait qu'il a un workload et il connaît bien son infrastructure. Soit c'est vous, en tant qu'ingénieur, qui vous dites, ben, ok, vous avez plutôt des bases de données. Des bases de données, ben, ça demande un ratio de vCPU de temps. Du workload mixte, ça va demander un ratio de temps. Mais ça, normalement, j'ai mis justement une espèce de slide bonne pratique. 43 serveurs, ça fait beaucoup. Et existe-t-il un outil de sizing gratuit? Qu'est-ce que tu appelles par un outil de collecte des informations? T'as l'autre, la fan, là, fully automatique de Nagios, là. Euh, Ça, Centrion aussi, tu as une version gratuite. Je crois qu'ils ont été rachetés. À voir s'ils ont toujours la version gratuite. C'est des outils de monitoring. Après, t'as Vim1, hein, que je crois t'as une version gratuite qui permet de faire pas mal de collectes. T'as Vim1, entre autres, qui est très utilisé. Turbonic, là, qui est l'ancien VM Turbo, je pense qu'aussi qu'ils ont une version gratuite. Ça peut être pareillement utilisé pour la collecte d'informations. Ah, je vois du 27. Anthony, pas mal. Je me rappelle plus. Je vous dis honnêtement, hier, hier j'ai fait les PowerPoint, j'ai fait les calculs assez rapidement hier. Il se peut que je me suis trompé, on pourra vérifier ensemble, il n'y a aucun problème. 21 hosts. euh, Ah ouais, voilà, mais faut pas tricher, Walid. Il me sort le truc de calcul. Euh, je pense que le ratio CPU dépend de l'application. En effet, je sais pas ce qui me pose la question. On me dit, je pense que le ratio CPU dépend de l'application. J'ai déjà sizé un vCPU pour un CPU pour une application de calcul. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Et justement, on a un slide dédié à ça. C'est Abdel, c'est c'est Abdelkader qui me dit ça. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Je vous partagerai ce slide, il n'y a pas de problème. Shaher, il me dit, je suppose qu'il y en a besoin de 28 serveurs. Je pense au PPCM. J'ai un problème avec les acronymes. Ça dit PPCM, je vois pas. Si tu veux me préciser. Mohamed, il me dit 40 autres. Mohamed, t'es riche. Un peu moins, je dirais. Est-ce que tu peux les écrire? De toute façon, là, je passe au next slide, hein. En fait, j'essaie juste de dépiler les questions. Serveur, virtualisation, calculateur. Walid, il me dit ça. Ok. Oh là, j'ai une grosse question. Merci Fouad pour cette présentation. Ma question est-ce que 20% de ressources est suffisante pour l'année N+1, sachant que nous avons vécu un cas chez un client où l'espace était encore suffisant alors que la performance CPU mémoire a commencé de nous faire le warning.
Ça, c'est le client, malheureusement, c'est lui qui sait. Et normalement, il doit suivre un petit peu, il doit maintenir une matrice d'évolution de son infrastructure, savoir que on a eu tant de VM déployés cette année, l'année dernière, on a eu encore tant de VM, et l'année précédente, on a eu tant de VM, donc normalement, doit avoir un minimum, un graphe, et consommation de données, pareil, si les administrateurs SAN, ils doivent avoir un minimum de documents, en nous disant, bah, en 2014, on avait tant de stockage, en 2015, on avait tant de stockage. Après, on peut pas faire le travail pour lui. Après, c'est pour ça que l'hyperconvergence, ça qui est génial, entre autres, je parle de Nutanix parce que je connais très bien Nutanix, on peut placer des autres que de stockage. Par exemple, on peut placer des autres qui vont être plus orientés calcul. Donc du coup, on peut consommer au besoin. Donc c'est pour ça qu'il permet, c'est ce qui est génial en fait, qui permet un petit peu d'adapter la solution, l'évolution à notre besoin. Donc voilà, je passe un petit peu aux réponses. Euh, hop, voilà. On va essayer de redétailler le calcul ensemble. Mon Dieu, bah, je vous ai induit en erreur. Je suis sincèrement désolé. Bon, c'est pas grave. En fait, j'ai mis 1 giga 8 là et dans ma réponse, je suis parti sur 1 giga 1. Je suis désolé. Euh, je suis désolé. J'ai fait ça hier soir, hein, donc, mais on peut en discuter, c'est juste une histoire de test. On va le faire ensemble. On va se rebaser. Mes calculs, c'était sur du 1 giga 1. Je suis sincèrement désolé. Donc 1 giga 1 fois 700, donc on a besoin de 770 gigas. Je vous ai complètement faussé les calculs. Je suis désolé. Bon, on va le faire sur ces bases de calcul-là. Ou on peut le faire même sur du 1 giga 8. Allez. On va le faire sur du 1 giga 8 comme vous l'avez fait et on va le faire en live. Je sais pas pourquoi je suis parti sur deux types de calculs différents. Ça, désolé. Donc on va dire qu'on avait 700 VM qui avait besoin de 1 giga 8. Vous voyez bien ma calculatrice? Dites-moi oui s'il vous plaît. Oh là là, j'ai encore plein de nœuds. Oh là 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 là, j'ai encore plein de questions. Bonjour, nous avons besoin de... Ah bah, il y en a qui, déjà qui me sortent avec les calculs en mode Nutanix. Eh ben, on peut en rediscuter avec grand plaisir. 26, 30 hosts, c'est pas une question. 22 serveurs, 33 hosts. Fel, un peu indulgent, soyez un peu indulgent. Bon, tout le monde va, c'est bon. Il y a 50 personnes. Je suis... Limite, vous mettez la pression. Un gros Fel même. Donc on va la faire avec vous. Donc 700 fois 1,8, ça fait 1260. 1260, ben, j'ai une progression de plus 20%. Donc ça fait fois 1,20. Donc j'ai 1500, on va dire 1500 GHz. Bon, vu qu'on se le fait en freestyle, on va arrondir les chiffres. De 1500 GHz. Mon serveur, on avait dit que c'était un bisocket de 8 cœurs de 2 Go 4. Elle est partie où ma calculatrice? Donc j'ai 16 cœurs. J'ai 16 cœurs. 16 cœurs fois 2 Go 4. Donc j'ai 38,4 GHz. 38,4, on va arrondir ça à 38, c'est plus simple. Donc j'ai un besoin de 1500 divisé par 38. Là, il me sort 40, 39. Mohamed, en fait, avait raison. J'étais parti sur autre chose. Oh, je suis désolé, j'ai plein de questions en fait que je vais avoir du mal à suivre. Donc 40 hosts pour côté ressources CPU. J'ai un besoin de 40 hosts. Et là, j'ai 700 VM de 6 GHz, parce qu'on avait dit 6 Go tout à l'heure, donc c'est 700 fois 6, ça me fait 4200. J'ai des hôtes, donc voilà, 4200 fois un 20 de prévision, ça me fait 5000. J'ai besoin de 5 Tera de RAM. Et nos autres, on a dit qu'ils faisaient 256 Go.
256 Go, en fait, on peut pas se dire qu'on va venir pilonner nos ESX à 256 Go. Il faut, généralement, VMware recommande de ne pas dépasser 80% de l'utilisation des ressources. Sur le côté de la RAM. Donc on va faire 256, donc pas dépasser 80%, donc fois 0,80, donc 80% de 256 ça fait 204, voilà c'est bien ça. Donc j'avais besoin de 5 Tera divisé par 204. Donc là j'ai côté RAM un besoin de 25 hosts. Côté CPU, j'ai besoin de 40 hosts. Bah forcément, c'est côté CPU qui va gagner. Donc c'est là en fait où on peut se dire bon bah merde, c'est vrai que j'ai trop une grosse différence. Là c'est du freestyle, hein. Je n'ai même pas pensé à ce que je vais vous dire là, mais on va se le refaire. Merde, j'ai trop une grosse différence. Bah je devrais plutôt aller partir sur un ESX qui a plus de cœurs. Donc on va dire que si je pars sur un bisocket 12 cœurs, donc là, je peux chercher à modifier ma configuration de mon note pour pouvoir avoir moins de différence. Parce que si j'ai bien côté RAM de, je crois on avait dit 25 hosts et 40 hosts niveau CPU, la différence est beaucoup trop grande. Qu'est-ce que je commence à déborder déjà sur mon webinar? Donc on repart sur les, on va dire qu'on a 24 cœurs par host fois 2 Go 4 et on peut voir même avec des fréquences plus grandes. Donc on va dire 3 Go à 3 Go, ça me fait 72. Donc j'avais besoin de, j'ai oublié combien j'avais besoin quand j'ai fait mon calcul. 1 giga, si on en avait dit 1 giga 8 fois 700. Non merde. Je suis pas champion du monde de, de calque. Vous allez plus voir. 1260. 1260 divisé par, j'ai oublié combien mon host faisait, 1260. J'ai oublié. 1260 fois 3, on avait dit c'est 72, je crois ça. Donc voilà, 1260, ça fait 1260 divisé par 72. Ça me refait du coup plus de 17. Mais je crois que j'ai pas fait les 20%, donc 1.8. Je suis désolé, hein, je le fais en live avec vous. Hein. Fois 1,20, j'avais pas fait les trucs. Voilà, fois 1,20, ça fait 1500. 1500 divisé par 72, c'est la fréquence totale de ma capacité totale de mon ESX. 21. Eh ben voilà. Tout à l'heure, on voyait que on avait besoin, si on avait pris un bisocket 8 cœurs de, de 40 os, si jamais je modifie un peu mon ESX et je prends un bisocket 12 cœurs 3 GHz, on voit que tout de suite, ça réduit la capacité de le nombre d'hôtes. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais dit, donc bisocket, machin, on utilise au maximum 90% de ses ressources, donc voilà, blablabla. C'était un calcul un peu plus calculé. Donc du coup, pour le ratio, on n'a pas vu ensemble le ratio. On va dire que si jamais, là, dans ce cas de figure-là, bon, on peut utiliser la même chose. Hein. J'ai un ratio de 1400, j'avais besoin de 1400 vCPU. 1400 vCPU. Bah, je divise par 4 pour faire du 1 pour 1. En fait, j'ai 1400 VM et j'ai besoin de savoir le nombre de vCPU. Mais vu que j'ai un ratio de 4 pour 1, bah, je divise par 4 pour avoir du 1 pour 1. Je sais pas si vous avez compris. 350, bah 350 divisé, bah, si je reprenais le contexte des 16 cœurs, divisé par 16, ça me fait 22 hosts, 21,8. Peu importe le chiffre que vous avez trouvé, plus vous prenez le besoin du client, là on avait besoin de N plus 2, donc 27 hosts. Ou pour certains qui ont calculé 42 hosts, 41, 43 hosts. Donc voilà. Stockage, eh ben, on reprend pareil, hein, donc j'avais 44 gigas généralement consommés par les VM, fois 700, fois 700. Qu'est-ce qu'il faut compter? Il faut compter la mémoire swap des VM. On avait à peu près
6 Go, j'étais parti sur du 6 Go là, je pense, ou 5 Go. 6 Go de RAM par VM, donc ça faisait à peu près 4 Tera 2. Ici, la 38. Donc on a besoin de 30 Tera.8, plus la mémoire swap. La mémoire swap, c'est un espèce de fichier qui est créé dans le Datastore qui est égal à la mémoire configurée de la VM. Sauf en cas de réservation. Mais non, on va dire qu'on ne fait pas de la réservation. Donc ça me fait quand même 4 Tera qu'il faut que je prenne en compte, hein. C'est obligatoire. Donc je tombe sur du 35 Tera. On a une prévision de plus 20% aussi au niveau du nombre des VM. Donc on passe à 42%. Il faut que toujours je garde aussi un peu de disponibilité, à peu près 10% pour les snapshots. Quand mon backup va passer, il se peut qu'il va lancer des gros snapshots. Il se peut qu'une de mes VM lance un gros dump en même temps. Donc il me faut un peu de mou pour pouvoir créer ces snapshots-là et les supprimer par la suite. Donc on rajoute plus 10%, donc on arrive à 46,2, plus 20% de bout de disponibilité, on garde 20% de disponible dans notre data store. Donc ça nous fait 55 Tera, et ben ce nombre de Tera là par le type de configuration de votre stockage. Hein. Si vous faites des LUN de 2 Tera, donc ça vous ferait 55 Tera divisé par 2, bah, ça vous ferait à peu près 28 LUN. Donc voilà. Les bonnes pratiques, j'ai essayé de condenser ça rapidement. Donc un host, on dit on prend à peu près 80% de ses ressources disponibles sur la RAM principalement, un peu moins sur le CPU en vérité, mais on peut le faire aussi sur le CPU. Demandez le prévisionnel plus X de combien par année. Important, ben, lorsque vous créez vos VM, ajustez-les pour les tailler au plus proche, que au maximum vos VM, quand elles sont en mode pic, elles consomment 70% des ressources de la VM. Donc si vous avez des VM oversizés, c'est pas bon. Si vous avez des VM sous-taillés, c'est pas bon non plus. Si vous utilisez TPS, le Transparent Page Sharing, qui permet de faire de la déduplication de pages mémoire, qui est un peu de moins en moins utilisé vu les serveurs qui sont de plus en plus conséquents niveau RAM. Faire de l'overcommitment, c'est de moins en moins utilisé. Mais si vous l'utilisez, si vous souhaitez le prendre en compte, il faut à peu près compter moins ou voire 20% d'économie d'espace. Stockage, bah, comme on a vu précédemment, pensez à comptabiliser bah, la mémoire swap hein, que vos VM créeront. Le pourcentage de X pourcentage de snapshot, généralement 10% c'est pas trop mal, et gardez 30%, 20%, minimum 15% de disponible dans votre data store. Niveau CPU, bah, tout à l'heure j'ai des questions sur ça. On va essayer de reprendre un peu les questions tout à l'heure rapidement. J'ai déjà énormément débordé. Surtout que je dois aller à la poste après. Mais c'est pas grave, le courrier attendra. L'application critique. Pour les applications très critiques, je sais plus qui m'en parlait tout à l'heure. En effet, en fait, pour des grosses applications d'unités de calcul, banque et autres, ben on fait du 1 vCPU pour un cœur. Donc on a vraiment du 1 vCPU, on a du 1 cœur physique dédié pour un vCPU. Ça, c'est pour vraiment les applications très critiques sont très très consommatrices en unité de calcul. Pour que les workloads relativement intenses, on va plutôt prendre la bonne grosse base de données. On part sur un ratio de 2 vCPU pour un cœur physique, voire 3, 1. Pour des VM de production, donc vos applications un peu de tous les jours, 3 vCPU, maximum 6 vCPU, donc c'est de la VM de production qui font tourner des RH, la comptabilité, tout ce qui fait tourner votre, votre société. Pour du mixte, ben en fait, quand je dis mixte, ça veut dire que dans des clusters, ben on a du test, de la recette, de la formation, avec mélangé avec des productions. Ben, ce qui se passe, c'est que les tests recettes, ben, elles sont utilisées que de manière très éphémère quand on a besoin de tester un package. Donc la majorité du temps, elles ne font rien. Donc quand on a du mixte, là on peut se dire qu'on peut encore augmenter le ratio, donc du 6 voire 8 pour 1. Et en desktop, ben, tout dépend de desktop, hein, tout dépend de ce que vous faites aussi sur votre desktop. Hein. Si jamais dans une boîte de marketing, une boîte de pub,
et que les personnes font du graphisme toute la journée, faudra même 6 pour 1, c'est un peu trop. Faudra peut-être passer un peu moins, mais si jamais on fait que du tableur, de l'Excel, de la VM à 1 de VCP suffira et avec des ratios de 8, 9, 10, 11, 12 euh, devrait suffire. Après, il y a rien de gravé dans le marbre, à vraiment à prendre en compte, hein. Chaque situation est particulière. Il n'y a rien à graver dans le marbre. Voilà, c'est un retour d'expérience que j'ai pu lire moi, que j'ai pu voir, que j'ai pu échanger. Euh, mais il se peut que dans certaines situations, ce soit complètement différent. Donc, voilà, c'est en cas général. Bien débordé, mais je peux prendre vos questions. Attendez, je vais dépiner un peu. Tac, 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 tac. Il faut multiplier par 2. Tant qu'il me dit, il faut multiplier par 2. Je vois pas pourquoi. Attends, hop, hop, hop. Finalement, je ne suis pas si riche que ça. Ah, ouais, Mohamed, oui, je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, je suis pas mauvaise langue. Mohamed me disait, en fait, je suis pas si riche que ça. Je dis, mais non, moi, je suis pas, j'étais mauvaise langue. En fait, j'étais parti sur un autre calcul après. Euh, et pour la VM qui a besoin de 2 vCPU, bon, on en discutera, Fatima, sur ça. Si tu, on fera un point si tu veux par mail, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas calculer le 8 Go pour les ESX. Madani, Madani, tu me dis il ne faut pas calculer le 8 Go pour les ESX. Tu peux m'en dire plus. Super bonne remarque. Côté CPU, on utilise à 100% les ressources. Comme j'ai dit, en fait, on peut utiliser 100% ou plutôt. En fait, si vous prenez n'importe quel cluster, vous allez voir que c'est la RAM souvent qui pêche, moins les CPU. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je peux partir sur du 100% parce qu'on a un pic. En fait, tout à l'heure quand on fait la collecte d'informations, Madani me disait, est-ce qu'on prend pas que 80% des ressources? Et pourquoi là on prend 100%? Comme je vous dis, quand on calcule la ressource des VM, on est en pic. Donc, mais les pics n'arrivent pas en même temps pour toutes les VM. Donc, si vous regardez souvent les clusters, vous avez des clusters qui sont très utilisés en RAM, et moins en CPU. Donc, c'est pour ça que moi, généralement, je pars sur du 100%. Mais c'est aussi une bonne préconisation de partir sur du 80. Mais vu la variation des pics, des périodes, euh, prendre 100%, c'est pas si débile que ça. 1500, je sais, à 100%, bonjour. Bonjour à toi aussi. Euh, Ah, bah tu vois, bah, j'ai peut-être fait, bah, j'ai tout fait en freestyle, donc si j'oublie des choses, mais si vous me reprenez, c'est génial, si vous avez compris le truc. C'est plus simple en Excel. Ouais, je suis d'accord, mais j'ai fait ça en freestyle. Voilà, en fait, et pour la haute disponibilité, il faut prévoir d'autres types de calculs. Bah là, N plus 2, hein. Donc là, j'ai compté N plus 2. Après, pour la haute disponibilité, si vous avez besoin d'avoir un cluster complètement répliqué, bah ouais, là, il faudra avoir le double en face. Euh, Tout dépend en fait de la haute disponibilité. Plus on met de la haute disponibilité très luxueuse, plus ça coûte cher, plus c'est complexe. Bonjour, courage pour les licences Windows. Oui, ouais, Mohamed Hamid, j'ai gagné. J'ai gagné, Cédric, génial. Euh, ouais, en gros, on me demande pourquoi je tourne à 100% côté CPU. Si c'est pour réduire le nombre de hôtes, pourquoi ne pas prendre directement une machine en nombre max de CPU et de mémoire? J'ai un peu du mal à saisir. Si c'est pour réduire le nombre de hôtes, pourquoi ne pas prendre directement une machine en nombre max de CPU? Je n'ai pas compris, Mohamed. On- si je vous, si je passe la réponse comme ça, c'est pour pas polluer aussi le truc. Je veux bien que vous me la posiez par question, ça m'arrangerait. Euh, Attends. Si les VM sont correctement size, pourquoi sizer le swap? Ah, on me demande si les VM sont correctement sizés, pourquoi sizer le swap? On parle pas du swap de la VM, ça veut dire que c'est pas la VM qui va swapper. C'est Thierry qui me pose la question. Ce fichier de swap là, en fait, c'est un fichier qui est créé automatiquement lors de la configuration, lors de la création de la VM, plutôt lors du démarrage de la VM. Si tu mets une VM à 12 gigas, 12 gigas de RAM, dès que tu vas démarrer ta VM, dans ton data store, tu vas avoir un fichier SW swap ou comme ça, swap, qui va être créé de 12 gigas. Donc du coup, à part si tu fais de la réservation de RAM.
Donc voilà, c'est pour te répondre. Donc c'est un fichier qui est automatiquement créé. On me demande de nous parler de la différence entre achat et Vmotion. Achat, c'est deux mécanismes différents. Achat, c'est la haute disponibilité. C'est pour si un ESX tombe, mes VM vont tomber avec. Et ben, mes ESX qui ne sont pas tombés vont récupérer ces VM qui se sont crashés et les redémarrer sur les ESX sains. Vmotion, c'est uniquement le tuyau qui permet de migrer une VM d'un ESX à un autre. Ils sont intimement liés, mais c'est pas les mêmes mécanismes. Le slide, je le partagerai. Il est bourré d'erreurs, mais si tu veux. Euh, on me demande pour les applications critiques, comment tu fais pour faire du 1 pour 1? Bah, si tu as une application qui fait 16 vCPU, eh ben, ton ESX, il devra avoir dédié 16 cœurs pour elle. Donc, si jamais tu as besoin de 48 vCPU, je sais pas, plusieurs VM de 4 vCPU, 2 VM de 8 vCPU, eh ben, il faudra que un vCPU est égal à un cœur physique. Donc, c'est du 1 pour 1. Merci, je suis gentil Christophe, même si c'est bourré d'erreurs, mais c'est souvent avec les erreurs qu'on apprend. Et du coup, j'en suis sûr que j'ai repris les calculs avec vous, ça n'était que mieux. Et est-ce qu'on calcule? Est-ce qu'on peut je vais vous envoyer le slide, en fait c'est très compréhensif, hein. Vous pourrez avoir le slide sans aucun problème. Mais c'est très compréhensif, après, par mail, on peut reprendre ça, il n'y a pas de problème. Merci toi aussi Sylvie. Elle me demande dit bon week-end, ok merci. Et l'admission de contrôle. Alors ça c'est un autre thème, hein. L'admission de contrôle, c'est ce qui permet de réserver la mémoire. Vous avez vu, on est déjà à 1 heure de. Je voulais rajouter, mais on est déjà à 1 heure de webinar, donc c'était compliqué. C'est ce qui permet de réserver la ressource. Et donc vu on a plusieurs, permet de réserver des ressources dans notre cluster pour pouvoir redémarrer en cas de crash d'un ESX. Mais vu qu'il y a des tailles de slots potentielles à calculer, qu'il faut reprendre des choses, je pensais justement le reprendre sur un potentiel autre webinar. Parce que rien que ça nécessite une bonne demi-heure, 40 minutes. On me le demande plusieurs fois. Je vais essayer de reprendre le calcul détaillé. Je vais faire limite les deux versions et je vous l'enverrai. Il n'y a pas de problème. Envoyez-moi par mail. Si vous voulez le calcul détaillé par Excel, envoyez-moi un mail. fouad@vroomdc.com. Je vais reprendre l'Excel. Dès la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, je vous ferai un calcul et je vous l'enverrai. Pour les deux versions. Pour la version que j'ai annoncée au début et pour la version que j'ai prise. Walid on me demande de faire une simulation avec un lien. Je suis un peu just là, je suis désolé au niveau temps. Le prochain webinar, à voir. À voir, à voir. Je peux vous mentir, je suis sous l'eau. Actuellement, je suis sous l'eau, mais on va essayer de le faire. C'est pour ça que je fais ça samedi matin, parce en semaine, je suis sous l'eau. Quel est le but principal? Réduire les coûts ou garantir une haute dispo? Bah, tout dépend, hein. Tu sais, il y a des sociétés que si jamais ils perdent 1 heure d'application, c'est des millions. Donc pour eux, ça va être principalement mettre beaucoup de coûts et principalement parce que la perte, la conséquence de la perte financière de la société, entre autres banques et autres, est beaucoup plus conséquente que les coûts mis en place pour pouvoir garantir une haute dispo. Après, d'autres, comme je sais pas, peut-être prendre du public ou autre, qui ont des sites pour réserver un cours de tennis, la perte est beaucoup moins grande que l'investissement fourni. Tout dépend le contexte. Ça, c'est tout dépend le contexte, hein. Si tu veux pas comparer une petite mairie avec une banque. Est-ce qu'on pourrait configurer du vMotion entre deux data centers? En effet, depuis la version 6, on peut configurer du vMotion. Est-ce qu'on peut configurer du vMotion entre deux data centers? On peut. Il faut qu'elle soit dans le même SSO domaine. Il y a des mecs en PowerCLE qui migrent aussi entre deux domaines SSO depuis la version 6. Mais on peut faire du vMotion entre deux domaines. Il faut qu'il y ait une latence très fine, hein, je crois 15 millisecondes, ou il faudra que je reprenne, ou 150 millisecondes, 15 ou 150. J'ai un gros doute, c'est une grosse différence, il faudra reprendre. Mais on peut le faire. Et on me demande, très bonne question, est-ce qu'il faut prendre un hôte de référence comme dans l'exercice ou définir la config de l'hôte en fonction des calculs? Et il y a des clients qui vont te dire,
bah voilà les ESX que tu as à ta disposition, donc tu dois prendre ça comme référence. D'autres qui vont dire non, conseillez-nous un achat, et ben tu prends un hôte de référence que tu adapteras ensuite. Comme j'ai fait un petit peu là en freestyle, quand j'ai dit ben on part sur du 16 cœurs, ah non j'arrive à 40, à 41 hôtes, si je partais sur un ESX avec plus de cœurs, je tombais à 21 hôtes. Donc du coup on peut partir sur un hôte de référence, et si on voit il y a un trop gros gap entre la RAM, entre le nombre de RAM CPU, entre le nombre de ESX selon la RAM et le CPU, eh ben on peut soit rajouter de la RAM dans notre hôte, soit rajouter du CPU dans notre hôte. Et il pense qu'il faut les partager. Je pense qu'on parle des calculs. Il n'y a pas de problème. Je referai ça sur un Excel propre, promis, la semaine prochaine. J'essaie de me trouver un peu de temps le soir et je vous l'enverrai. Mais envoyez un mail. Envoyez-moi un mail, je vous le ferai. Euh, qui appartient au même de data center? Entre deux data centers qui appartiennent. Non, je pense que c'était pour reprendre la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire un vMotion entre deux data centers qui appartiennent au même vCenter? Eh bien, on peut le faire entre deux vCenters qui appartiennent au même vCenter et entre deux vCenters différents, tant que c'est dans le même SSO domaine. Après, tout dépend de la latence entre les deux sites. C'est dans Settings de la VM. Je sais pas. Là, je sais pas. J'ai pas suivi la question. Est-ce que les calculs sont identiques pour l'hyperconvergence? Christophe me demande. Non, parce qu'en fait, on me demande est-ce que ces calculs-là sont identiques dans un cas Nutanix ou autre? Non, parce qu'en fait, tu vas avoir je prends pour Nutanix parce que je connais plus particulièrement. Tu vas avoir une CVM, c'est une VM qui est collée à chaque ESX, c'est une contrôleur VM, et cette VM-là a des réservations. Elle a, par exemple, elle va utiliser 24 Go de RAM et je sais pas, je crois que c'est 10 GHz de RAM. Il faut prendre en considération ça. Donc en fait, faut rajouter dans le sizing en plus le calcul utilisé par ces CVM-là. Mais sinon, après, c'est la même chose. Et t'as des, par exemple, si je parle de Nutanix, tu as un Nutanix Sizer qui te fait le sizing. Après, il est bien de le reprendre à côté. Du coup, dans le cas du HA et le backup, monte la partition comment? J'ai pas suivi la question, ça a dit. Je suis désolé. J'ai pas saisi la question. En fait, je peux pas. Quand je saisis pas tout de suite, je passe à autre chose. Je suis désolé. Au pire des cas, écrivez-moi là par mail. Je vous garantis pas une réponse ce week-end, hein, parce que je sais que je vais avoir pas mal de mails. Je vous promets une réponse dans la semaine. Merci beaucoup, Mohamed, c'est gentil on me remercie. Ah, Inch'Allah, Mohamed me demande merci beaucoup et pour le prochain webinaire, Inch'Allah, on va essayer. Euh, Du coup, dans le cas du achat, les ES6 de backup montrent comment les VM des places qui sont stockées sur le SAN. On en reparlera, Saïdi, ça te dérange pas. Parce que je pense qu'il y a deux notions à prendre. Bon, il y a deux notions à reprendre, je suis désolé. On me demande si je vais refaire des nouvelles formations alpha. J'aimerais beaucoup, je suis sous l'eau. Voilà, je suis sous l'eau. Je suis sous l'eau. J'étais tellement sous l'eau que Amine m'a rappelé hier que j'avais un webinaire que j'ai dû faire ça. J'ai dû faire l'Excel hier soir. Je suis sous l'eau, mais je vais essayer. Je vais vraiment essayer. J'aime ça, hein, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup être avec les personnes. Je suis quelqu'un de simple, donc j'aime beaucoup ça, mais je suis sous l'eau. Bon week-end, merci toi aussi. Formation Nutanix. Je vais essayer d'en planifier une sur Nutanix. Le problème, ça demande un peu du matériel un peu particulier. Je vais essayer de voir si je peux pas caler ça. Ça a l'air d'intéresser les personnes. Je vais vous caler ça. Je vais essayer de voir ça. On me demande si je vais faire de la formation de troubleshoot. Je suis un peu chargé. C'est pas prévu pour maintenant. Bah voilà. Tout à l'heure, je demandais la migration entre deux data centers. Thierry me répond que c'est 10 millisecondes. C'est 10 millisecondes la latence qu'il faut entre les deux. Merci Thierry. Je disais 15 ou 150, bah j'étais plutôt 10. Merci Thierry. Votre adresse email fouad@voomdc.com. Je vais revenir sur le slide principal pour vous le donner. Merci pour le webinaire. Bon week-end. Merci à vous aussi. Bon week-end. Si on veut mettre une réplication en place, en effet, il nous faut en face
Des- Généralement, quand on réplique quelques VM. On réplique pas toutes les VM. Donc, on prend des plus petits hosts. Mais si vous voulez tout répliquer, déjà, il faut le tuyau qui va avec entre la réplication entre les deux data centers. Donc, voilà, il faudra la même chose. Mais généralement, on réplique quelques VM. Donc, on prend un petit host. Pouvons-nous imaginer une organisation de clusters par OS? Euh, je suis plus sur les licences Oracle, base de données, donc ça oui, on fait une organisation. Après, je sais qu'aujourd'hui Microsoft, avec Windows 2016, a une nouvelle politique de licensing. Je pense que ces questions-là vont naître. En fait, on me demande est-ce qu'on peut imaginer de classifier les clusters par OS, Windows d'un côté. Avec Windows 2016, avant c'était pas trop des questions qui se posaient. Parce que souvent que les grosses sociétés prenaient des licences data center et on faisait ce qu'on voulait dedans. Maintenant avec Windows 2016, c'est des questions qui vont commencer à se poser. On aura la réponse très prochainement. Merci à vous, merci, on me remercie. On me redemande mon mail, je vais repasser au premier truc. Nutanix, je vais essayer, promis. Écris-moi, Anthony, pour Nuta, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Euh, merci, la pause va fermer. Je sais, en plus c'est pour ma femme, elle va me planter. Donc grâce à vous, je pourrais pas faire d'autres webinaires parce que je serais un homme mort. Euh, merci pour l'aide. En fait, on me demande si on peut comparer VMware et Nutanix. Il faut pas les prendre en compétition. Ils sont en compétition sur uniquement l'hyperviseur. Mais VMware, en fait, sur une plateforme Nutanix, on installe du VMware. Donc, c'est juste uniquement la solution d'hyperconvergence qui est derrière, qui est du stockage. Nutanix fait du coup la solution de stockage partagé, mais par-dessus, on installe VMware. Mais Nutanix, en effet, arrive aussi avec son propre hyperviseur, AHV, qui commence à être de plus en plus puissant. Donc là, sur ce point-là, on peut les prendre en compétition, mais là, ça va demander, pareil, un autre webinaire. Merci à vous, on me remercie. Merci à vous, merci. Bon week-end, merci. Bon courage pour la suite, merci à vous, on me remercie. Ah, on me demande depuis la version 6.5. Ouh là là, j'aimerais bien. On me demande les nouvelles fonctionnalités. Là, je pourrais pas le faire. On peut avoir pour un futur. Euh, on me demande dans un futur qu'est-ce qui va prendre de place, Nutanix ou VMware. L'avenir nous le dira. Nutanix a une grosse marge de progression. VMware stagne un peu plus, mais VMware est sur énormément de produits, sur du monitoring, sur la virtualisation de réseau, sur du SRM. Ils sont sur énormément de produits. Donc en fait, du coup, dans le même segment, dans le même segment hyperviseur et hyperconvergence, Nutanix, on va dire, est devant, mais sur d'autres secteurs, VMware est devant. Donc tout dépend, on peut pas comparer à identique les deux. Au plaisir, plaisir, merci. On me dit bon week-end, merci à vous tous, merci, bon week-end. J'espère avoir pratiquement tout dépilé. Je vais me faire tuer avec vous. Merci. En fait, je suis un. Oh là là, tu m'as écrit un gros truc. J'ai plus. Attends, c'est. Tu m'as écrit un beau message. Tu peux me faire un copier-coller. Tu peux Mohamed, la Hwa, la Hwa, je crois. Tu peux me faire un copier-coller de ce que tu m'as écrit, s'il te plaît, par mail, parce que je sais que j'aurai pas le temps de le lire là, parce que là, je suis en mode live. Et J'essaie juste par, j'essaie juste de pouvoir pas oublier quelque chose qu'on m'a demandé, d'important pour le sign de NDR. Si jamais on me demande si pour le sizing d'un DR, d'un disaster recovery, est-ce qu'il faut prévoir les ressources équivalentes? Si on veut faire un DR de tout le site, oui. Si on veut faire un disaster recovery de quelques VM, non, bien sûr. Il faut uniquement le besoin en face. On me demande un webinaire sur Vsan. Je suis sous l'eau, mais je vais essayer. On est en retard, merci. Ça vient de finir. Merci beaucoup. J'ai fini les questions, j'ai tout dépilé. Je suis bien à la bourre, je suis mort. Quasiment dépassé de 25 minutes. Franchement, c'était un plaisir ce webinaire. C'est passé super rapide. J'avais failli oublier ça. Il y a un groupe Facebook Alform pour vous y connecter. J'y passe un petit coup tous les jours. Donc, mais si vous écrivez un truc, taguez-moi pour que je puisse vous y répondre. Important.
Il y aura aussi une enquête de satisfaction qui vous sera envoyée avec des retours pour avoir des retours de vos parts. Donc n'hésitez pas à y répondre s'il vous plaît. Merci, à bientôt. Je repasse sur le premier slide comme pour vous, pour ceux qui voulaient noter mon adresse mail. Voilà, donc elle est là, fouad@vroomdc.com. Fouad@vroomdc. Normalement, il va y avoir un replay. Et puis voilà. Merci beaucoup. C'était passionnant honnêtement et ça me donne envie d'en refaire. Allez, ciao, bye.